Le palais de justice de Paris se dressait comme un monument à la logique implacable de la loi, un lieu où l'humanité semblait souvent se perdre dans les couloirs de marbre poli. Les murs, recouverts de boiseries sombres et anciennes, absorbaient la lumière et les murmures, créant une atmosphère solennelle et écrasante. Chaque pas, chaque tout résonnait sous les plafonds voûtés, amplifiant la tension qui pesait lourdement dans la salle d'audience. L'air y était dense, chargé de la formalité des robes noires des avocats et du poids des destins qui se jouaient. D'un côté, le système, puissant et impersonnel, incarné par des hommes aux costumes impeccables. De l'autre, un accusé, à l'allure modeste, les épaules voûtées par la peur, assis sur le banc, son visage pâle reflétant la froideur de la justice qui s'apprêtait à le juger. C était un monde de certitudes froides et de règles inflexibles, un théâtre où l'émotion n'avait pas sa place. Présidant cette scène depuis son fauteuil surélevé, le juge Alain Lambert incarnait à la perfection la rigueur du lieu. À 62 ans, il était une légende, craint et respecté, surnommé le marteau pour la sévérité de ses sentences. Son apparence était un masque de contrôle absolu, costume de grand couturier, cheveux gris impeccablement coiffés, une expression amère gravée sur ses traits. Mais ce contrôle s'arrêtait à son corps. Depuis 20 ans, un accident de voiture qui lui avait pris sa femme et l'usage de ses jambes l'avait confiné à un fauteuil roulant motorisé. Ce fauteuil était à la fois son trône de pouvoir et sa prison de chair. Il détenait le sort des autres entre ses mains, mais restait impuissant face aux siens, piégé dans une amertume qui avait consumé toute joie, laissant derrière elle un vide glacial que même la plus haute autorité ne pouvait combler. Alors que le juge Lambert S. éclaircissait la gorge. Le silence dans la salle devint absolu, chaque personne retenant son souffle en attendant le verdict qui allait sceller le sort de l'homme sur le banc des accusés. Mais avant que le premier mot de la sentence ne puisse être prononcé, une voix fine et claire, pure comme du cristal, traversa l'air pesant. « Libérez mon père et je vous ferai marcher ». Les têtes se tournèrent vers le premier rang, où une petite fille de 8 ans, Chloé, se tenait debout. Vêtue simplement, elle fixait le juge avec une intensité déconcertante. Un murmure parcourut l'audience, mélange de pitié et de moquerie. Les avocats échangèrent des regards amusés, et le procureur esquissa un sourire dédaigneux. Le juge Lambert, irrité par cette interruption absurde, posa ses yeux froids sur l'enfant, prêt à ordonner qu'on l'expulse de la salle. Mais en croisant son regard, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce n'était pas de l'insolence qu'il vit dans ses grands yeux bruns, mais une foi si absolue, si inébranlable, qu'elle sembla fendre son armure de cynisme. Pendant un instant qui parut une éternité, une sensation oubliée depuis 2 décennies parcourut son corps. Une chaleur intense, un fourmillement étrange et indubitable dans ses jambes inertes. Stupéfait, il baissa les yeux et vit, ou crut voir, le gros orteil de son pied droit se contracter de manière infime. Personne d'autre ne le remarqua. C était un secret entre lui et l'univers, un miracle privé déclenché par la conviction d'une enfant. Le choc fut si violent que le masque du marteau se fissura, laissant paraître non plus la colère, mais un abîme de stupéfaction. C'est en vivant de tels moments qu'on se rappelle pourquoi il est si important de continuer à croire et à partager des histoires comme celle-ci. Si vous le pouvez, votre abonnement nous permet de faire vivre ces récits. Le marteau du juge Lambert avait frappé le bois avec une force inhabituelle, son écho se propageant dans la salle d'audience comme une onde de choc. La suspension de séance fut un coup de théâtre que personne n'avait anticipé. Les avocats se regardèrent, incrédules, tandis que le procureur, le visage crispé par l'indignation, rassemblait ses dossiers avec des gestes secs. Le public se leva dans un brouhaha confus, les murmures se transformant en un torrent de spéculations. Qu'était-il arrivé au marteau? Avait-il perdu la raison? Au milieu de ce chaos, Alain Lambert ne voyait rien, n'entendait rien. Son esprit était un tourbillon, son corps une énigme.
La sensation dans ses jambes, bien qu'évanouie, avait laissé une trace indélébile, une brûlure d'espoir si intense qu'elle en était douloureuse. Il manœuvra son fauteuil avec une hâte mécanique, fuyant la salle comme s'il fuyait son propre fantôme, celui d'un homme qui venait de voir l'impossible. Dans le silence capitonné de son cabinet, loin du tumulte, Alain N était plus le juge redouté. Il était un homme dépouillé de son armure, sa vulnérabilité exposée sous les lumières froides. Il ignora son greffier qui tentait de lui parler, balayant d'un geste impatient les protestations du procureur qui avait osé le suivre. Dehors. Tous, ordonna-t-il d'une voix rauque. Faites venir la petite et son père, seuls. Il y avait dans son ton une urgence qui ne tolérait aucune discussion. Assis derrière son imposant bureau en acajou, il se sentit soudain minuscule, prisonnier non seulement de son fauteuil, mais d'une question vertigineuse qui ébranlait les fondations de son existence. Il attendit, les mains posées sur ses genoux inertes, essayant de déceler le moindre frémissement, la moindre preuve que ce qu'il avait ressenti n'était pas le fruit d'une hallucination, le premier symptôme de la folie qui le guettait. Quand Chloé et son père entrèrent, il semblait encore plus fragile dans l'immensité du bureau. Le père, un homme au visage creusé par les soucis, se tordait les mains, s'attendant au pire. Chloé, elle, se tenait droite, son regard clair et direct fixé sur le juge. Alain la dévisagea, cherchant une trace de ruse, de manipulation. Il n'y trouva que la pureté désarmante de l'enfance. « Comment as-tu fait » demanda-t-il. Sa voix à peine plus qu'un murmure. La fillette haussa simplement les épaules. « Je ne sais pas. J'ai juste demandé très fort à Dieu de vous enlever votre peine pour que vous puissiez enlever celle de papa. » Cette réponse, d'une simplicité biblique, frappa Alain plus durement que n'importe quel argument juridique. Il n'y avait pas de calcul, pas de malice, juste une foi brute. Une transaction spirituelle entre une enfant et l'univers, dont il était devenu l'improbable bénéficiaire. Cette nuit-là, le sommeil fuit Alain Lambert. Il resta assis dans l'obscurité de son appartement luxueux mais vide, une pile de dossiers sur les genoux. C'était le dossier du père de Chloé, un cas apparemment simple de détournement de fonds dans le garage où il travaillait. Mais à la lueur de ce qui s'était passé, chaque page, chaque témoignage lui paraissait différent. Il décida alors de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 20 ans de carrière. Il allait utiliser ses propres ressources, son propre temps, pour mener une contre-enquête. Était une décision irrationnelle, contraire à toute éthique professionnelle, un suicide de carrière. Mais la logique qui avait gouverné sa vie entière s'était brisée dans la salle d'audience. Il n'était plus mu par le besoin de juger, mais par une nécessité viscérale de comprendre. Et pour comprendre, il devait croire, ne serait-ce qu'un peu, en l'innocence de cet homme et au miracle de sa fille. Les images de l'accident lui revinrent en vagues violentes, comme elles le faisaient toujours durant ces nuits d'insomnie. Le crissement des pneus sur la chaussée mouillée, le bruit assourdissant du métal qui se froisse, puis le silence. Un silence terrible, seulement brisé par le tic-tac du clignotant. Il se souvenait d'avoir tourné la tête vers sa femme, Élise, son sourire figé pour l'éternité dans la lumière blafarde des phares d'une autre voiture. Il avait essayé de bouger, de la toucher une dernière fois, mais son corps ne répondait plus. Il avait crié son nom, mais aucun son n'était sorti. C'est dans ce silence et cette immobilité qu'il avait compris qu'il avait tout perdu. Pas seulement sa femme, mais une partie de lui-même, celle qui pouvait encore se tenir debout, courir, sentir le sol sous ses pieds. La douleur physique était venue plus tard, mais la douleur de cette impuissance originelle ne l'avait jamais quitté. La rééducation avait été une torture, un rappel quotidien de sa nouvelle condition. Chaque tentative de se lever, chaque échec, chaque regard de pitié des infirmières avait forgé un peu plus l'amertume qui devint sa carapace. Il était réfugié dans le travail, dans la rigueur implacable de la loi, un monde où les émotions étaient une faiblesse et où il pouvait exercer un contrôle absolu sur le destin des autres, en compensation de la perte totale du sien. Le fauteuil roulant était devenu son trône, un symbole de pouvoir qui masquait la prison de chair en dessous.
Il avait appris à détester la faiblesse, la sentimentalité, tout ce qui lui rappelait l'homme qu'il avait été. Chloé, avec sa foi naïve et son miracle insensé, venait de faire exploser cette forteresse de cynisme, le laissant nu et tremblant face à une lueur d'espoir qu'il ne se croyait plus capable de ressentir. Pendant ce temps, la vie de Chloé et de son père était un combat de tous les instants. Depuis l'arrestation, leur petit monde était effondré. Le père, Marc, était un mécanicien honnête, un homme simple qui avait été piégé par son patron pour couvrir ses propres malversations. Ils avaient perdu leur logement, vivant désormais dans un petit 2 pièces insalubre. La mère de Chloé, atteinte d'une maladie chronique, avait vu son état s'aggraver sous le poids du stress et du chagrin jusqu'à être hospitalisée. Chloé avait dû grandir trop vite, apprenant à gérer le peu d'argent qu'il leur restait, à faire les courses, à consoler son père lors de ses crises de désespoir. Sa prière dans le tribunal N n'était pas un caprice d'enfant, mais le cri ultime d'une âme qui avait déjà trop souffert, un acte de foi désespéré lancé vers un ciel qui semblait être resté sourd jusqu'à présent. La décision du juge Lambert de réexaminer l'affaire provoqua un séisme dans le milieu judiciaire parisien. Le procureur, furieux, déposa une requête officielle pour contester la compétence du juge, l'accusant de fragilité émotionnelle manifeste. Les journaux s'emparèrent de l'histoire, publiant des articles à charge sur le marteau fêlé, spéculant sur un possible début de sénilité. Alain se retrouva isolé, ses collègues, elles, évitant dans les couloirs du palais, ses amis d'autrefois ne répondant plus à ses appels. Il était seul contre un système qu'il avait lui-même incarné pendant des décennies. C'est dans ces moments de solitude contre le monde entier que l'on comprend la valeur d'une communauté. Si vous croyez en cette lutte pour la vérité, votre soutien en vous abonnant nous donne la force de continuer à partager ces combats. Ignorant le tumulte, Alain se plongea dans l'enquête avec la minutie d'un horloger. Il passait ses nuits à éplucher les comptes du garage, à recouper les témoignages, à chercher la faille. Il engagea un détective privé, un ancien policier à la retraite aussi tenace que lui. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, révélant un réseau complexe de fausses factures et de blanchiment d'argent qui dépassait de loin le simple cas de Marc. Durant cette période, il rendit plusieurs fois visite à Chloé et à son père. Il ne venait pas en tant que juge, mais comme un homme cherchant des réponses. Il apportait des provisions, des livres pour la petite, et s'asseyait dans leur modeste cuisine, écoutant leurs histoires, sentant une connexion inattendue se tisser entre eux. Pourtant, chaque soir, le doute revenait le hanter. Il se postait devant le grand miroir de son entrée et fixait son reflet, cet homme puissant assis sur un trône de métal et de cuir. Il ordonnait à ses jambes de bouger, de tressaillir, de lui donner un signe. Rien. Le silence de ses muscles était une réponse assourdissante. Était-il en train de tout sacrifier pour une illusion, pour le souhait fou d'une enfant? La peur de la déception était une bile amère qui lui montait à la gorge. L'espoir était un poison plus dangereux que le cynisme, car il pouvait le détruire de l'intérieur. Cette lueur, si fragile, était un trésor qu'il voulait protéger, mais dont il redoutait la nature éphémère. C'est en partageant des récits comme celui-ci, grâce à votre abonnement, que nous maintenons cette flamme d'espoir vivante pour ceux qui doutent. Un après-midi, alors qu'il aidait Chloé avec ses devoirs de mathématiques, une tâche pour laquelle il se découvrait une patience insoupçonnée, elle posa soudainement son crayon. Elle le regarda avec ses grands yeux sérieux et lui demanda « Monsieur le juge, est-ce que ça fait très mal de ne pas pouvoir marcher ?» La question, directe et sans pitié, le désarma. Il hésita, puis pour la première fois en 20 ans, il répondit avec une honnêteté totale. « Oui, Chloé, au début, ça fait très mal. Et puis on s'habitue à la douleur. Mais on n'oublie jamais ce que c'était de courir. » La fillette réfléchit un instant, puis posa sa petite main sur son bras. « Mon papa dit que le plus important, ce n'est pas de courir avec ses jambes, mais avec son cœur. Et votre cœur, il a recommencé à courir, je crois. »
À cet instant, Alain sentit une fissure se produire dans la glace autour de son propre cœur. Alors qu'Alain se rapprochait de la vérité, les véritables coupables, les propriétaires du garage, commencèrent à s'inquiéter. Ils n'avaient pas prévu qu'un juge de la trempe de Lambert s'intéresserait personnellement à un cas aussi mineur. La menace se fit d'abord subtile. Un soir, Marc trouva les 4 pneus de la vieille voiture qu'un ami lui prêtait crevés. Une autre fois, un homme à l'allure patibulaire le bouscula violemment dans la rue et lui glissant à l'oreille « Certaines personnes devraient apprendre à laisser les choses tranquilles ». La peur s'installa de nouveau dans la petite famille. Alain comprit alors que ce haine était plus seulement une quête de vérité ou une affaire de justice. C était devenu une course contre la montre pour protéger la vie de cet homme et de cet enfant qui avait, sans le savoir, commencé à sauver la sienne. La tension était montée d'un cran, transformant l'enquête en un dangereux jeu d'échecs. Le coup de téléphone fut comme un poignard de glace planté dans son cœur. Chloé avait disparu, enlevée. L'information, livrée par la voix paniquée de Marc, fit voler en éclats le monde qu'Alain commençait à peine à reconstruire. La rigueur du juge, la logique de l'enquêteur, tout s'effaça pour ne laisser place qu'à une peur primale et viscérale, plus paralysante encore que son handicap. Une frénésie glaciale s'empara de lui. Il mobilisa toutes ses ressources, réveillant d'anciens contacts dans la police, promettant des sommes folles à son détective privé, transformant son bureau en un quartier général de guerre. Chaque minute qui passait était une torture, chaque sonnerie de téléphone une promesse de cauchemar, le palais de justice, les menaces sur sa carrière, tout cela n'avait plus aucune importance. L'univers entier était rétréci à une seule et unique mission, retrouver la petite fille qui lui avait rendu son âme. Grâce à un informateur, le détective localisa l'endroit en quelques heures. Un entrepôt désaffecté sur les quais de Seine, un squelette de briques et d'acier rongé par la rouille et l'oubli. Sans attendre les renforts de la police, Alain s'y rendit lui-même, son chauffeur conduisant à tombeau ouvert dans les rues de Paris. Il pénétra seul dans le bâtiment caverneux. L'odeur de moisi et de métal froid lui prit à la gorge. La seule lumière provenait de quelques fenêtres crasseuses, découpant des rectangles blafards dans la pénombre. Au centre de cet immense vide, il la vit. Chloé attachée à une chaise, le visage baigné de larmes silencieuses. 2 silhouettes massives se tenaient près d'elle, les hommes de main du propriétaire du garage. En voyant le juge approcher dans son fauteuil roulant, un sourire méprisant se dessina sur leurs lèvres. Il le voyait comme un vieil homme infirme, une proie facile venue se jeter dans la gueule du loup. « Laissez-la partir », dit Alain, sa voix résonnant étrangement dans le silence. Ce haine était ni une supplique, ni une négociation. C était un ordre. L'un des hommes ricana et fit un pas vers Chloé, une lame brillant faiblement dans sa main. « C'est fini, le juge. Vous auriez dû rester à votre place. » À cet instant, quelque chose se brisa en Alain. Toute la rage, toute la frustration accumulée pendant 20 ans d'impuissance se canalisèrent en une seule action fulgurante. Il lança son fauteuil motorisé à pleine vitesse, non pas pour fuir, mais pour attaquer. La lourde machine de métal percuta l'homme au genou avec la force d'un bélier, le projetant au sol dans un cri de douleur. Avant que le second n'ait pu réagir, Alain avait pivoté et positionné son fauteuil devant Chloé, se transformant en un bouclier d'acier. C'est à ce moment précis que les sirènes hurlantes envahirent l'espace et que les portes de l'entrepôt s'ouvrirent à la volée, inondant la scène des lumières bleues et rouges des forces d'intervention. Une fois les malfrats maîtrisés et le tumulte retombé, un silence profond s'installa autour d'eux. Les policiers gardèrent leur distance, comprenant qu'ils assistaient à un moment intime. Alain s'approcha de Chloé, ses mains tremblantes dénouant les cordes qui entravaient ses poignets. Il la regarda, ses yeux noyés d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Le véritable miracle, Chloé, murmura-t-il, la voix brisée. Ce n'était pas cette sensation dans mes jambes, c'était de sentir mon cœur, qui était mort depuis si longtemps, se réveiller grâce à toi. Je te demande pardon. Pardon d'avoir été un homme si amer, si fermé à la vie. » Il ne parlait plus comme un juge.
mais comme un pénitent, un homme confessant ses péchés à la seule créature qui lui avait offert la grâce sans rien demander en retour. Chloé ne répondit pas avec des mots. Elle se jeta à son cou, ses petits bras l'enserrant avec une force surprenante, son visage enfoui dans son épaule. Alain sentit ses larmes chaudes sur sa chemise et, pour la première fois depuis la mort de sa femme, il se laissa aller et pleura lui aussi. Des larmes non pas de chagrin, mais de soulagement, de gratitude, de libération. Après un long moment, la fillette se recula légèrement, le regarda droit dans les yeux et posa sa main sur sa joue. « On n'a pas besoin de jambes pour être un héros, monsieur Lambert », dit-elle avec une simplicité bouleversante. Dans cet entrepôt froid et sale, au milieu des débris d'une vie de cynisme, Alain Lambert comprit enfin. Sa guérison n'était pas dans ses membres inertes, mais dans ce lien indestructible qui venait de se forger. Il avait trouvé une nouvelle famille, un nouveau but. Il était entier. Le procès qui s'ensuivit fut rapide et retentissant. Grâce aux preuves méticuleusement rassemblées par Alain et son détective, le réseau de fraude fut démantelé et les véritables coupables, les anciens patrons de Marc, furent arrêtés et condamnés. Marc fut officiellement et publiquement innocenté de toutes les charges. Son nom lavé de tout soupçon. Dans la même salle d'audience où il avait failli être condamné, il fut déclaré victime, une décision qui fit la une de tous les journaux. La presse, qui avait autrefois surnommé Alain le marteau fêlé, le saluait désormais comme un parangon d'intégrité, un juge qui avait risqué sa carrière pour la vérité. Mais pour Alain, cette victoire judiciaire n'était que l'écho lointain de la véritable bataille qu'il avait remportée. Celle qui s'était jouée non pas dans les couloirs du palais, mais dans les recoins les plus sombres de son âme. Le miracle physique ne se produisit jamais. Alain Lambert ne marcha plus jamais, mais sa véritable guérison était bien plus profonde. Peu de temps après l'acquittement de Marc, il annonça sa retraite anticipée, quittant le monde rigide de la loi sans un regard en arrière. Il vendit son appartement austère et utilisa une partie considérable de sa fortune pour créer la Fondation Chloé, une organisation dédiée à fournir une assistance juridique gratuite aux familles démunies, prises au piège d'un système qui broie trop souvent les innocents. Plus important encore, avec le consentement total de Marc, il devint le tuteur légal de Chloé, formant avec eux une famille nouvelle et improbable. Il n'était plus un juge solitaire sur un trône, mais un père et un grand-père de cœur, un homme dont la vie avait enfin trouvé son véritable but. On le voyait désormais souvent dans les allées du jardin du Luxembourg, non plus le visage fermé par l'amertume, mais illuminé par un sourire serein. Il poussait son fauteuil avec une vigueur nouvelle, non pas pour fuir son passé, mais pour suivre le rythme des petites jambes de Chloé qui couraient après les pigeons. Il l'aidait avec ses devoirs, débattait de football avec Marc et partageait des repas simples dans leur nouvel appartement, plus grand et plus lumineux, qu'il avait acheté pour eux. La froideur de son ancienne vie avait été remplacée par une chaleur humaine qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce sont ces histoires de renaissance, ces preuves que l'espoir peut refleurir même sur les terres les plus arides que nous cherchons à partager. Sachez que votre abonnement est le souffle qui nous aide à faire vivre ces témoignages. La justice, pour Alain, avait changé de visage. Elle était plus une balance froide ou un marteau inflexible, mais le regard confiant d'une enfant, la poignée de main reconnaissante d'un homme innocent et la paix profonde qui s'installait dans son cœur chaque soir. Il avait passé 20 ans à juger les autres, enfermé dans une prison de douleur et de cynisme, pour finalement découvrir que sa propre libération ne se trouvait pas dans le pouvoir de condamner, mais dans la grâce d'aimer. Sa vie était plus définie par ce qu'il avait perdu dans cet accident de voiture, mais par tout ce qu'il avait gagné le jour où une petite fille avait osé lui offrir un miracle. Il avait trouvé plus de vérité et de rédemption dans cet acte de foi pure que dans tous les codes de loi qu'il avait jamais étudiés.